Jusqu'à ce qu'elle pourrisse ses schlingues à 10 pieds sous terre. Vous le sentez. Je me trompe, Michael. Sachez que nous entrons dans toutes les maisons si nous voulons. Oh, qu'est-ce que c'est? À quoi ça va servir? Ben, si je me fie à ce que je vois ici, je dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu. Bon, bah ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? Si vous êtes ici, c'est que vous aimez certainement les films d'horreur. Et après une décennie plutôt trouble, où l'on a principalement eu le droit à des œuvres exploitant le surnaturel, le monde des esprits et des remakes à foison, et où l'on s'ennuyait pas mal, on est sûrement en train de connaître un nouvel âge d'or pour le genre, avec des projets diversifiés. Qu'on soit bien clair, il y en a eu pour tous les goûts. Et mieux encore, en cette année 2023, il n'y a pas eu de période creuse. Il n'y a pas eu de moment où l'on s'ennuyait, où il n'y avait aucune sortie à se mettre sous la dent. Ouais, sérieusement, j'ai l'impression qu'il y avait des films d'horreur importants tous les mois, que ce soit des œuvres beaucoup plus indépendantes, ou même des œuvres beaucoup plus expérimentales. Mais aussi, et de manière plus étonnante, un rythme frénétique de sortie vis-à-vis des blockbusters horrifiques, et c'est d'ailleurs par cela que nous allons commencer. Les franchises iconiques de retour. C'est simple, toute l'année a été marquée par la présence de ces blockbusters horrifiques, portant un titre ayant déjà intégré la culture populaire. Et contrairement à l'année dernière, où ces œuvres avaient principalement déçu le public, que ce soit Halloween Ends, le massacre à la tronçonneuse de Netflix, mais également le dernier opus d'Hellraiser, où les retours, les retours sont plutôt frileux, je veux dire, il a clairement été oublié par les fans du genre. Pour quelle raison pries-tu? J'adore ce film. Sachez-le, le dernier opus d'Hellraiser, j'ai vraiment adoré. Et bien pour cette année 2023, les déceptions n'ont pas été nombreuses, bien au contraire. Il y a même eu un équilibre plutôt subtil entre bons projets et profondes déceptions. Le grand public et les fans ont majoritairement apprécié des retours comme celui de la franchise Scream, avec son 6ème opus, qui était clairement un Scream 5, mais boosté aux stéroïdes, avec des scènes beaucoup plus stressantes et frénétiques, en plus de mieux développer son héroïne principale. Scream se débarrasse enfin de son héroïne légendaire pour aller de l'avant. Tu n'as pas pu empêcher ce qui est arrivé à Douai, pas plus que tu ne pourras empêcher ça. Mais, il est pas parfait. Loin de là. C'est bien dommage que tout retombe lors de sa finalité, avec la révélation des tueurs qui manque de... je sais pas, qui manque d'une révélation marquante, choquante et un poil plus subtile. Hein, papa? Papa? Attendez. Ça manquait d'une grande révélation, parce que quand les tueurs ôtent leur masque, on a un peu dubitatif. Tout ça pour ça, on souffle un peu et vous savez à quel point j'aime cet opus pourtant. Contrairement à Evil Dead Rise, avec mon accent anglais catastrophique, qui a réussi à maintenir son suspense et son ambiance de survival du début à la fin. Et clairement, de mon côté, en termes de divertissement horrifique, il s'inscrit dans le haut du panier de mes meilleures séances de l'année. J'ai adoré, que ce soit son ambiance, ses jeux de lumière et même l'esthétisme du film. Vous pouvez prendre des captures d'écran de tout un tas de plans, tellement c'est géré mais au millimètre près. En plus de sa violence, qui est plutôt explosive. Si je devais définir ce que représente un film d'horreur à quelqu'un qui n'y connaît rien, je pourrais lui montrer cet opus d'Evil Dead. Et pour un retour d'une franchise aussi iconique que celle-ci, mon dieu, mais quel retour! De façon beaucoup plus personnelle, j'évoquerai également le dernier opus de la saga Saw qui, véritablement, se bonifie de plus en plus à mesure que le temps passe. Et je ne m'attendais pas à cela, à obtenir un film aussi touchant qui réussit vraiment à me replonger dans la fascination que j'éprouvais autrefois pour la saga, et surtout vis-à-vis du personnage de John Kramer. Clairement, en termes de retour de franchise iconique, c'est sans doute Saw 10 qui obtient la palme d'or du retour le plus surprenant. En tout cas, de mon côté. En plus d'une histoire touchante et d'une thématique autour de la santé, c'est également des scènes jouissives. Il dose à la perfection les questionnements philosophiques autour de la moralité de John Kramer et les réflexions basses que cela entraîne au sein de l'esprit des spectateurs, tout en nous donnant du divertissement au bon moment. Vas-y! Et en termes d'interprétation, mais Tobin Bell, l'acteur qui incarne Jigsaw donc, c'était parfait. C'est lui qui fait tout le film. Et c'est peut-être lui qui fait toute la saga aussi, à vrai dire. Ton soleil se couche pour se lever à nouveau. Votre soleil se lèvera à nouveau, John.
Toute mon équipe va s'en assurer. Mais malheureusement, au-delà de belles surprises, c'est également des déceptions. C'est sûr que toutes les franchises ne peuvent pas revenir en force, à commencer par Insidious. Alors, d'accord, il n'y a pas de souci, le discours d'Insidious 5 autour de la famille et des relations entre un père et son fils, soit c'est très intéressant, je dis pas, mais est-ce que ça avait besoin d'être aussi chiant? Je veux dire, Insidious 1, 2 et même Insidious 3 représentent des expériences horrifiques intéressantes, avec un véritable univers qui est développé. Là, il n'y a absolument rien. Rien qui est fait pour bouleverser un tant soit peu la mythologie, rien qui est fait avec la dimension du plus loin, rien qui est fait avec le retour de l'antagoniste emblématique du premier opus. Rien, nada, pas une once de créativité. Oui, ces messages sont intéressants, mais cela ne doit pas se faire au détriment du rythme et de la mise en scène. La mise en scène qui prend un sérieux coup de vieux par ailleurs. Dalton. Je suis désolé, mais ce genre de scène en 2023, c'est plus possible. Alors qu'on parle d'Insidious, une saga qui, tout comme les premiers opus de Conjuring, a révolutionné l'utilisation des jumpscares et la façon de jouer avec l'attention des spectateurs, parce que, ouais, un screamer ça peut être efficace et ça peut même être intéressant dans la mise en scène, mais il faut que ça soit bien fait. Il faut vouloir que le réalisateur et la personne qui tient la caméra travaillent sa mise en scène et ait envie de bien faire, ce qui n'est pas une chose forcément évidente. Sans parler de La Nonne 2, qui était clairement une grosse déception de mon côté. Bon alors d'accord, on s'en doutait que ça allait être pas terrible, mais je sais pas, j'avais envie d'y croire, parce que l'ambiance du premier était plutôt cool, et j'espérais enfin obtenir un véritable film d'horreur, exploitant la mythologie autour du fameux démon Valak. Le seul véritable film de La Nonne restera à jamais Conjuring 2, et c'est peut-être mieux comme ça. Et n'oublions pas l'Exorciste Dévotion qui, pour le coup, a été une immense déception pour pas mal de monde, et moi le premier. J'aime tellement l'opus original qui incarne véritablement l'un des meilleurs films d'horreur au monde, l'un des meilleurs films tout court d'ailleurs. En plus, j'étais motivé comme jamais parce que le réalisateur aux commandes de cette nouvelle trilogie, c'est nul autre que David Gordon Green, celui qui s'est occupé de la dernière trilogie d'Halloween. Et moi de mon côté, je sais que je suis l'un des rares, mais j'ai adoré la dernière trilogie d'Halloween, donc j'avais forcément une grande confiance en lui. Et finalement non, tout retombe dès les premiers instants, et la beauté et l'étrangeté de l'original restera à jamais, dans l'original. Mention spéciale, alors oui, on n'est pas du tout dans des blockbusters horrifiques, mais cela reste des films s'inscrivant dans des franchises qui sont sorties cette année, notamment Terrifier 2, sorti dans nos salles françaises au début du mois de janvier. Bon, clairement, pour commencer l'année, il n'y avait vraiment rien de mieux. Ouais, y a pas à dire, c'était quelque chose quand même. Et enfin Pearl, alors oui je sais, vous l'aviez tous déjà vu l'année dernière, mais officiellement, il est sorti en France cet été sous format physique pour la première fois dans les différents magasins de distribution. Et que ce soit Pearl ou même Terrifier 2, on est dans le haut du panier, mais même dans le très très haut du panier. Pearl fait partie intégrante d'une trilogie composée de X et du futur opus Maxine qui arrive l'année prochaine. Et si Ti West réussit Maxine, donc le dernier opus de cette trilogie, on obtiendra sans doute l'un des meilleurs triptyques que l'horreur ait connu. Et je pèse mes mots. Sans parler de Terrifier 3 qui s'annonce tout bonnement extraordinaire et complètement jouissif. Et avec les promesses qui ont été faites dans Terrifier 2 et la présence plus que forte d'un fantastique qui est complètement entêtant, il y a de quoi avoir de sérieuses attentes. Je sais qu'ils n'ont rien à voir entre eux, mais que ce soit Pearl ou Terrifier 2, ils représentent pour moi l'espoir au sein de cette immense culture horrifique. Des projets différents qui incarnent ce que j'aime par-dessus tout dans le monde de l'horreur. Et c'est à partir de là où nous arrivons au problème. L'horreur est de plus en plus accessible. Et oui, c'est un énorme problème. Les films d'horreur doivent incarner des expériences radicalement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Je veux dire, c'est un genre qui doit être à contre-courant de la tendance actuelle et proposer des expériences déroutantes, loufoques, excentriques, gothiques, vulgaires et parfois violentes. Alors pourquoi diable les films d'horreur se sont autant adoucis cette année? Pourquoi le genre paraît plus accessible que jamais? Je veux dire, on s'est retrouvé avec une panoplie de films qui étaient du soft horror, c'est-à-dire des petites expériences horrifiques où le genre était clairement minoritaire. Tout cela pour éviter la censure et obtenir une interdiction limitée pour être sûr de cartonner au box-office et de rapporter un maximum d'argent. Le problème, c'est que ces expériences qui mettent l'horreur en arrière-plan deviennent clairement majoritaires. Ils limitent volontairement leur violence, leur teneur en gore, leur vulgarité,
au point d'avoir une mise en scène falsifiée, cherchant à ne pas trop déranger les spectateurs. Comme si ces films voulaient avoir des enfants en salle, sauf que c'est un paradoxe, car les films d'horreur sont destinés à un public averti. Et cela ne doit pas être autre chose. Le plus difficile étant l'absence de thématiques plus matures, sombres et disons-le, plus déprimantes. C'est pourtant pour cela qu'on aime le genre, parce qu'il nous déroute et nous bouleverse dans nos questionnements, notre vision de la vie et de la mort. L'Exorciste du Vatican est un exemple flagrant. J'ai adoré le film, parce que Russell Crowe, mais le tout est vraiment construit comme une petite aventure horrifique, presque conçue pour les enfants ou les adolescents, avec beaucoup, mais alors beaucoup d'humour. Mon cauchemar, c'est que la France soit championne du monde. Arrête de te cacher derrière tes petites blagues. C'est aussi le cas pour Five Nights at Freddy's, qui n'était pas dérangeant pour un sou, et qui souhaitait clairement convenir au grand public, quitte à gâcher en partie sa mise en scène, lors de ses passages horrifiques. Sans parler de Megan. Alors Megan, mais je suis désolé, mais c'est l'exemple typique de cette nouvelle mode soft horror, où l'on cherche à devenir populaire, et c'est tout. C'était très cool Megan, mais pourquoi le vendre comme un film d'horreur, alors que clairement, il n'a pas envie de l'être. L'horreur est devenue grand public, c'est devenu un genre populaire qui cartonne, et donc forcément, plus le public est large, plus les œuvres vont s'ouvrir et vont dénaturer en partie les particularités qui font qu'à l'origine, on aime profondément ce genre et qu'on aime profondément ces classiques. Le film Traqué aussi, qui nous présentait une femme combattant des êtres venus d'ailleurs, où la violence était totalement absente. Totally Killer et son esprit goofy, ou même le Book Club de l'horreur. Tous ces films sont bons, c'est pas un souci, mais à un moment donné, on regarde des films d'horreur. J'ai besoin d'obtenir plus de choc, de noirceur dans l'écriture, que ce soit pour les antagonistes ou les protagonistes. Saw X par exemple réussissait à être grand public, mais dans sa façon de construire sa thématique autour du cancer de John et de son dernier espoir de guérir par miracle d'une maladie incurable, c'est ici que l'on sentait toute la subtilité que le genre horrifique est capable de fournir, celle de la peur de mourir, que tout s'arrête du jour au lendemain dans un immense trou noir rempli de vide. Et en cela d'ailleurs, Saw X était bien plus effrayant que tous les films qui souffrent de cette envie de plaire au plus grand nombre. Tout simplement parce que le méchant de Saw X, c'est le cancer. Et que le cancer est bien plus effrayant que n'importe quel tueur en série ou fantôme qui viendrait nous hanter. Cancer de la thyroïde phase 3. Et vous? Du cerveau. Ah. L'horreur doit être subtile et ne doit pas être grand public et surtout ne doit pas correspondre à tous les publics et à tous les profils. Et c'est un réalisateur comme Rob Zombie qui l'a très bien compris, avec des films qui dérangent et qui sont de véritables propositions artistiques. Quand tu démarres un film de Rob Zombie, mais tu le sais immédiatement, t'as conscience que tu rentres dans un univers qui est vraiment particulier et à vrai dire, il utilise parfaitement toutes les capacités du genre, qu'on soit réceptif à son style ou non par ailleurs. Même le remake de Freddy sorti en 2010 réussissait à devenir dérangeant, au moment où l'on apprenait que c'était un pédophile, ce qui avait fait d'ailleurs polémique. Ce que je veux dire, c'est que ces thématiques, comme celle de la dimension sexuelle dans les films de Rob Zombie, elles sont délicates certes, tout comme celle du cancer dans Saw X, mais elles sont nécessaires, car le genre horrifique, c'est cela, des choses qui nous dérangent, dont on ne veut pas parler, mais qui provoquent chez nous des émotions fortes et des moments de solitude profondément glaçantes. On aime souffrir, et quand on lance un film d'horreur, on doit accepter de souffrir, ça fait partie du plaisir un peu morbide de la chose, et beaucoup de films d'horreur sortis cette année ont un peu oublié cela, ils ont oublié cette philosophie qui est pourtant si incroyable. Mais malgré cette forme de déception, il y a toujours des petites pépites qui se dissimulent derrière les grosses sorties. Des films illustrant ce qu'on aime tous, de la subtilité et des univers profondément inédits. La subtilité de l'horreur au cœur de nouveaux univers. Je voudrais commencer ce chapitre de la vidéo par The Nocebo Effect, avec une Eva Green au sommet de sa forme. Inutile de vous dire à quel point Eva Green est la meilleure actrice du monde. Et je le pense sincèrement. Si vous en doutez, regardez la meilleure série du monde, Penny Dreadful, vous comprendrez où je veux en venir. C'est terrifiant. Terrifiant.
The Nocebo Effect relate l'histoire de Christine, qui est frappée par une étrange maladie. Mais au fur et à mesure que son état s'aggrave, et que les médecins ne trouvent pas de véritable remède, Christine tombe sous l'influence d'une femme adepte de pratiques ancestrales, et disons-le, qui utilise une médecine populaire plutôt ancienne. Vous l'aurez compris, c'est à partir de là que l'histoire devient profondément intéressante, au point de déformer la réalité et de faire du film un parfait mélange entre l'horreur et le thriller. Bref, regardez The Nocebo Effect. Il y a également Winnie the Pooh, avec un Winnie l'ourson en guise de tueur en série, un véritable classique de la décennie. La main fut également une expérience particulièrement marquante, prenant même une dimension psychologique assez surprenante et assez inattendue, en plus d'une utilisation parfaite du surnaturel. Il y a vraiment des séquences qui sont troublantes. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le film, les personnages peuvent communiquer pendant quelques secondes avec le monde invisible, en utilisant une simple main à l'apparence plutôt étrange. Et à partir de ce simple concept, le film développe une intrigue et des thématiques tellement intimistes et disons-le, pessimistes. Ouais, clairement. Dans La Main, malgré son titre français qui est vraiment dégueulasse, il n'y a pas beaucoup d'espoir, et parfois ça fait du bien. Et on pourrait continuer pendant des heures avec ces univers fascinants, utilisant la complexité de l'horreur pour développer des thématiques nous faisant réfléchir, au point que l'on a envie d'en discuter pendant des heures avec nos amis, nos proches, nos copains, nos copines, enfin, vous avez compris. Ou même sous les commentaires d'une vidéo, d'un connard qui fait des critiques de films d'horreur toutes les semaines, des œuvres qui entraînent une fascination certaine. Évidemment, Infinity Pool est dans le lot, sans oublier Dark Harvest, Gueule Noire, The House, Inside, Watcher ou encore Monstrous. Là, avec l'ensemble de ces films devant vous, vous obtenez une belle panoplie de la richesse que nous a apporté avec elle l'année 2023. Oui, il faut parfois se laisser tenter par des œuvres beaucoup moins accessibles et s'éloignant du grand public. On en revient alors au début de ce chapitre de la vidéo. L'horreur doit aussi être remplie de subtilité et d'univers profondément fascinants. Mais alors du coup, quel bilan nous pouvons conclure de tout cela ? 2023 restera une année marquante, par un rythme de sortie frénétique et rempli d'œuvres plus fascinantes les unes que les autres. Même s'il y a des déceptions, elles sont personnelles, puisqu'on a tous un avis différent sur tel ou tel film, mais il n'y a pas eu de profonds échecs qui ont choqué tout le monde, comme pouvait l'être l'année dernière par exemple le massacre à la tronçonneuse de Netflix, ou même pour certains, le dernier chapitre de Halloween, Halloween Ends. J'ai adoré Halloween Ends. Un jour vous comprendrez pourquoi ce film est un classique. Je veux dire, même Insidious 5 ou L'Exorciste Dévotion qui ont été de mon côté des déceptions assez intenses, bah ce sont finalement juste des films moyens, et c'est tout. C'est pas des étrons, c'est juste moyen. Et des films moyens, c'est parfois plus difficile à encaisser que de mauvais films. Quand il y a rien à sauver, bah tu t'en fiches et tu passes à autre chose. Là, il y avait de bonnes idées, et cela représente des œuvres avec un bon potentiel, mais un potentiel qui a été gâché. Pour le reste, on a tellement été bombardé en sortie que tout le monde a réussi à trouver son compte. Que ce soit en slasher, en film paranormal, en film d'horreur psychologique, ou même dans des projets plus expérimentaux. Tout le monde avait de quoi se nourrir, et c'est en cela que l'on observe la qualité d'une année. 2023 est une bénédiction pour l'horreur. Et si les prochaines années sont aussi riches en variété et en frénésie, nous pouvons le dire, nous assistons bel et bien à une véritable renaissance de l'horreur, dans la pop culture en général. De plus en plus de personnes s'intéressent au genre, et c'est plus facile que jamais de discuter de films d'horreur grâce à des forums ou même sur Twitter. L'horreur est populaire, et cela fait plaisir à voir. Alors espérons que les films ne cherchent pas à être encore plus populaires, et que cela freine les ambitions artistiques. S'il y a bien un genre qui doit être différent des autres, et à contre-courant, c'est bien celui-ci. Le monde de l'horreur. Car l'horreur, c'est aussi la culture, et nous pouvons vraiment être fiers d'être fans de ce genre qui nous définit si bien. Les films d'horreur, c'est nous, et nous, tellement qu'on en regarde, bah on est aussi devenus des films d'horreur. Je suis pas en train de dire qu'on est tous devenus moches à force de regarder des films bizarres, mais un peu quand même. Bon bah, je crois qu'il faut qu'on arrête là.